Dans l'épisode précédent, nous avons mis en place le contexte de la série de campagnes qui, de 1807 à 1814, scelleront le sort de milliers de personnes, soldats et civils, qu'ils soient français, anglais, espagnols ou portugais. Des vies vont être sacrifiées sur l'autel sanglant de la guerre. Des légendes vont naître et d'autres disparaître dans le néant. À la suite de l'impétueuse invasion de Junot sur le Portugal, fin 1807, de nombreuses troupes françaises se sont engagées sur la péninsule ibérique et réparties en garnison dans différentes villes d'Espagne. Dès janvier 1808, environ 30 000 soldats sont ainsi installés, ce qui commence à inquiéter les Espagnols, mais pas Manuel Godoy et le parti pro-français, celui des Lumières. Cependant, des années de contestation anti-Godoy, une corruption avancée de l'armée et de l'administration ne vont pas jouer en la faveur du calme et de la sérénité. Bien au contraire, des courants sous-jacents pro-Ferdinand, le fils du roi sur lequel nous reviendrons, vont attiser les braises d'une insurrection populaire très tôt dans le conflit. Et c'est en mars 1808 que Murat, qui vient d'être nommé lieutenant général de l'empereur en Espagne le 20 février 1808, est en route pour Madrid. Pendant ce temps, la cour d'Espagne décide de fuir vers l'Andalousie. Le 18 mars, éclatent des émeutes populaires à Aranjuez, aussi appelée Révolution de Mars, fomentée par des nobles acquis à la cause du prince héritier Ferdinand. Sous la pression, Charles IV abdique en faveur de son fils qui devient Ferdinand VII. Mais ça ne durera pas longtemps. En avril 1808, Napoléon propose une rencontre à Bayonne pour résoudre le conflit entre le roi Charles IV d'Espagne et son fils Ferdinand VII. Napoléon, en fait, a pour dessein de les faire renoncer tout bonnement à la couronne d'Espagne. Ferdinand espère une reconnaissance de Napoléon. Il a même fait des avances dans le but de se rapprocher de l'empereur et de l'acquérir à sa cause. Godoy est là aussi, bien sûr, toujours. Charles IV, la reine et Ferdinand se disputent devant l'empereur, nous rapporte Marbeau. La reine aurait même frappé Ferdinand. Devant ce chaos, l'empereur ne s'en laisse pas compter. La couronne tombe dans les mains de l'Empire et c'est son frère Joseph qui devient roi d'Espagne après qu'il l'eut relevé de son royal mandat à Naples, aux grandes dames de celui-ci. Et c'est le 2 mai 1808 que la poudrière prend feu. Les Madrilènes se soulèvent contre l'armée française, le fameux Dos des Maillots, mais nous reviendrons sur cet événement dans le prochain épisode. Au Portugal, Junot a mené différentes mesures de réforme et va envoyer ce qu'il reste de l'armée portugaise se battre dans la Grande Armée. La Légion portugaise disparaîtra dans les glaces de la campagne de Russie en 1814. Il peut paraître étonnant pour nous que des soldats se battent pour d'autres pays, mais à cette époque, c'est monnaie courante et les armées de l'Empire sont constituées de troupes suisses, polonaises, italiennes ou encore de la jeune Confédération du Rhin. Il en va de même de l'Espagne, qui compte un corps suisse. Cette situation ne les rendait pas toujours très fiables et les désertions étaient fréquentes. Robert Stewart, vicomte Castlereagh, revient au département de la guerre à la mort de Pitt, sous le ministère du duc de Portland en 1807. Il est l'artisan de l'engagement des troupes anglaises sur le continent pour faire face à la domination de Bonaparte. C'est l'adoption en 1808 de son plan de réorganisation de l'armée anglaise qui permet à l'Angleterre de disposer d'une force de projection efficace. Lorsque les Espagnols se révoltent, il est décidé d'envoyer sur la péninsule ibérique un corps expéditionnaire. Et c'est Castlereagh qui use de son influence pour que ce soit Arthur Wellesley qui commande. Une force qui était destinée à l'Amérique du Sud sera détournée pour débarquer dans la baie du Mondego, comme en témoigne le capitaine Leach du 95e régiment de fusiliers. Du 1er août 1808 au 5 août, ce sont environ 13 000 hommes sous les ordres d'Arthur Wellesley, le futur duc de Wellington, un militaire à l'époque mal considéré pour n'avoir commandé que des sipahis en Inde, qui débarque au Portugal. L'armée de Wellesley est dans un état précaire, ce qui va rendre les succès de celui-ci encore plus étonnants. Son corps d'armée était destiné initialement à l'Amérique du Sud. Il comprenait 9000 hommes, était composé quasi exclusivement d'infanterie à l'exception de 380 hommes du 20e Dragon léger et 15 canons, ainsi que 3 mortiers. Les navires ne pouvant embarquer que 180 chevaux, la cavalerie et l'artillerie étaient virtuellement impuissantes au débarquement. Un débarquement, en ce début du 19e siècle, n'a rien à voir avec ce que l'on peut imaginer d'un débarquement moderne. Pas de barges d'assaut, pas de mitraillage et d'appui d'artillerie, mais aussi pas de défenseurs sur la plage. Comme l'explique Jonathan Leach du 95e,
Ce sont plutôt les hauts fonds qui représentaient un danger, et le débarquement se faisait à l'aide de barques ou de barres. Imaginez l'état de ces hommes, des soldats d'infanterie qui, après plusieurs semaines en mer, se retrouvaient avec leurs équipements à débarquer sous le soleil implacable du Portugal au mois d'août, avec leurs sacs et leurs mousquets. John Patterson, jeune officier récemment appointé au 50e régiment de ligne, le 50th Regiment of Foot, se souvient dans ses mémoires. Dès que les embarcations portugaises, bondées de nos soldats, atteinrent les vagues écumantes et rapides du rivage, tous les rameurs tirèrent désespérément, nous lançant sur le sable d'une manière des plus cavalières. Nous dégringolâmes plus comme une cargaison de poissons qu'une charge de gentilshommes guerriers. Des chevaux et des soldats étourdis étaient tirés du ressac par des marins costauds. Des officiers criaient des ordres, luttant pour être entendus au-dessus du fracas et du tonnerre des vagues, et des hommes s'habillaient ou se séchaient à la hâte. La baie de Mondego avait été choisie après que Sir Arthur Wellesley eut devancé ses troupes pour reconnaître la situation. À la Corogne, il avait trouvé la junte espagnole locale peu disposée à laisser ses troupes atterrir sur le sol, et les plages portugaises plus proches de Lisbonne trop bien défendues par les troupes françaises pour risquer un débarquement. La baie de Mondego est également protégée par le fort de Figueira, sécurisé par la résistance portugaise locale, puis cédé à 400 marines britanniques. La force de Wellesley fut rejointe depuis Cadiz par 4000 hommes, 4 canons légers et 2 mortiers sous les ordres de Sir Ben Spencer. Ces troupes n'étaient pas mieux loties que celles de Wellesley, elles venaient de passer plusieurs mois à bord de transports en mer. Comparée aux troupes françaises, la force britannique sur le papier n'était pas déployée sous les meilleurs auspices. Par exemple, le 29e Regiment of Foot n'avait pas vu le feu depuis 9 ans. Ses alliés portugais n'étaient pas non plus dans leur meilleure forme. 1700 hommes, dont 270 cavaliers sans chevaux, furent mis sous les ordres du colonel Nicholas Trent. Le lieutenant Leslie du 29e décrit ses alliés comme n'ayant que peu ou pas d'uniforme. Simplement des vestes blanches, de grands chapeaux à large bord repliés sur le côté, certains ayant des plumes, d'autres pas, de sorte qu'ils avaient plutôt un aspect grotesque. Loin des coqs de combat des années suivantes, même le général Spencer les appelait des va-nu-pieds. Les Anglais faisaient face à de sérieux problèmes de logistique, et l'expérience du commandant britannique aux Indes lui rendit de grands services. Les Portugais étaient contents de recevoir les Anglais. Partout, on les accueillait au cri de « Viva !» et le clergé montrait l'exemple. Une semaine après son débarquement, Wellesley se dirigeait vers Lisbonne en suivant la côte. Pendant ce temps, le duc d'Abrantes, Jean de Junot, avait reçu la nouvelle du débarquement. Il envoie le général Henri-François de Laborde pour observer et, si possible, contenir Wellesley, laissant ainsi du temps au duc d'Abrantes pour concentrer ses troupes. De Laborde n'est pas un novice, c'est un militaire d'expérience et qui allait faire preuve de sang-froid. De Laborde va avancer sur Alcobaça, mais ne trouvant pas de position défensive intéressante, il se replia sur Rolissa, plaçant ses troupes sur une colline basse à l'ouest de la ville. 2 kilomètres en arrière se trouvait une crête qui barrait la route de l'est vers l'ouest. Au moment où Wellesley débarque, les forces françaises sont dispersées. Le maréchal Jean de Junot, commandant général du Portugal, avait environ 25 000 hommes à sa disposition. Malheureusement, de nombreux chiffres sont approximatifs à cette période. Nous retiendrons ceci. 6 500 hommes à Lisbonne en tant que garnison. 3 500 dans diverses autres garnisons comme Almeida et Elvas. 5 000 avec de Laborde, se dirigeant donc vers Alcobaça. 6 500 avec Loison à Santarém, tandis que Junot lui-même avait une force disponible d'environ 3 000 hommes, prêts à se déplacer au nord de Lisbonne. Le plan de Junot était simple. Loison et de Laborde maintiendraient une ligne tout au sommet de la péninsule de Lisbonne, bloquant l'avance de Wellesley. Si Wellesley frappait l'une ou l'autre des forces, l'autre se déplacerait sur le flanc, tandis que Junot devait arriver avec des renforts de Lisbonne. Mais Wellesley prit de vitesse les Français et se jeta contre la force française la plus proche, celle de Laborde. Nous étions
dans la deuxième semaine d'août. La force de Delaborde se composait de 2 bataillons du 70e de ligne, de 2 bataillons du 2e léger et du 4e léger, et d'1 bataillon du 4e suisse, ainsi que le 26e de chasseurs à cheval. La bataille de Rolissa était sur le point de commencer, la première fois que les Français et les Anglais allaient se battre sur la péninsule ibérique. Le petit village de Rolissa se situe dans un bassin entouré de collines en fer à cheval, aux crêtes escarpées et ouvertes au nord. Au milieu, par le village, se trouvait une colline plus petite avec un moulin à vent, tandis que derrière elle, au sud, sous la pente de la crête, se trouvaient les villages de Colombeira à droite et de Zambujeira à gauche. La route de Lisbonne descendait au milieu du bassin et traversait la crête entre les 2 villages. Cette position défensive permit à Delaborde de compenser le rapport de force. Les sources historiques divergent quant au nombre exact des troupes de Delaborde, mais il suffit de dire qu'il était en infériorité numérique et Loison encore à une certaine distance. Pressé par Wellesley depuis Alcobaça, le seul terrain favorable était le village de Rolissa. Contrairement à son habitude aux Indes, où il avait fait preuve d'audace, Wellesley s'avança prudemment contre Delaborde, qui dans un premier temps avait établi ses troupes sur la colline du Moulin. Le futur duc de Wellington avait disposé, quant à lui, ses troupes en 3 colonnes distinctes sur un seul front. À gauche, le général Ferguson avec 2 brigades et 6 canons. Au centre, le gros de sa troupe avec 4 brigades, celle de Faines avec ses fusiliers, Nightingale and Hills composée d'infanterie de ligne, et la brigade Crawford en réserve avec les chasseurs portugais et la cavalerie. À droite, le colonel Trent avec les Portugais et une cavalerie de 50 hommes seulement. Le centre devait occuper les Français tandis que les ailes devaient se rabattre pour tenter une manœuvre d'enveloppement. Mais son initiative fut timide. Tandis que Delaborde devait mener un combat de retardement, la préoccupation principale de Wellesley était d'assurer la sécurité des futurs débarquements. De plus, il savait que Loison n'était pas très loin. Habilement, le général Delaborde avait incité le général anglais à se déployer, et maintenant, il se repliait, avec ses hommes, sur la crête, en arrière, aux pentes raides, entre Colombeira et Zambujeira. C'était une position très forte. Son front était étroit, 1,5 km seulement. Non seulement les pentes étaient très raides, mais les seuls points d'accès consistaient en des ravins très étroits, praticables, nous disent les témoins de l'époque, seulement à 2 ou 3 hommes de front. Delaborde décroche donc de sa position centrale, profitant de la timidité de Wellesley, et réussit à s'établir sur la crête. Il comptait y attendre confortablement la jonction avec Loison. Dès les premiers engagements, les 95e et 60e de fusiliers anglais s'étaient frottés aux voltigeurs français. La journée était très chaude, comme nous l'écrit le capitaine Leach du 95e, on avait l'impression de respirer dans un four. Wellesley était réticent à attaquer la crête, mais il savait que Loison n'était pas loin. Il fit avancer son centre, et son plan était une fois de plus d'occuper le centre, tandis qu'une de ses ailes se mettrait en bouchon pour attendre Loison, et l'autre devait tourner la position française. Mais cette manœuvre prendrait beaucoup de temps. Jusqu'à présent, Delaborde accomplissait sa mission de retardement. Wellesley, tout en faisant avancer sa troupe au centre, en la divisant en 4 colonnes chacune, visant un ravin, devait se fixer au bas des ravins pour laisser le temps aux ailes de contourner la position française. Mais la nature du terrain, l'empressement d'un colonel, mirent le plan en péril. Le colonel George Lake du 29e Regiment of Foot avait décidé ce jour-là de se tailler une gloire éternelle et il jeta son régiment contre la crête. Y arrivant avant les autres, il ne s'arrêta pas et prit d'assaut le ravin, guidant ses troupes montées sur un cheval blanc. Intimant à ses soldats de ne tirer qu'au dernier moment et de jouer de la baïonnette, on l'entendit crier « Don't fire, men, don't fire! Wait a little, we will soon charge! The bayonet is the true weapon for a British soldier! » Malgré son courage, il fut tué par un voltigeur français, alors qu'il montait son 2e cheval, le premier ayant été tué celui. L'aile française chargea à ce moment-là et repoussa les Anglais au prix de nombreuses pertes. Mais l'armée anglaise, bien trop nombreuse, Delaborde savait qu'il ne tiendrait pas longtemps, et Loison n'était toujours pas là. Voyant arriver sur son arrière les hommes de Ferguson, Delaborde décida de décrocher en bon ordre, une fois de plus,
à 1,5 km en arrière de Zambujeira vers un col étroit. N'ayant pas de cavalerie et celle des Portugais refusant de charger, Wellesley dut laisser s'échapper de la Borde. Le général français avait rempli sa mission. Face à une armée anglaise bien plus nombreuse que lui, il avait gagné du temps, laissant sur le terrain 600 hommes et 6 canons. Mais malheureusement, Loison n'était qu'à 13 km. Et le jour s'achevait, il était dans l'impossibilité d'avancer plus. Le général français avait su exploiter le terrain accidenté sur lequel il avait choisi de mener son combat. Et en dehors des avantages évidents pour l'armée, comme gagner de l'espace pour débarquer sans opposition et le moral d'une victoire, il y avait aussi que peu d'avantages finalement pour Wellesley. À Rolissa, sa réputation européenne commence à prendre racine, même avec les critiques qu'il a reçues pour la conduite du colonel Lake. Le général de la Borde, quant à lui, en dépit d'une force britannique qui lui était supérieure en nombre, avait rempli sa mission de retardement, et ce malgré l'absence du renfort de Loison. Il avait su exploiter le terrain, s'établir sur une position défensive efficace, tandis que sa retraite, qui est un exercice difficile, se déroula plutôt bien, compte tenu des forces engagées contre lui. En dépit de ce que les livres déclarent comme une victoire anglaise, la retraite française, la mission de Delaborde consistant à faire gagner du temps à Junot, était accomplie.